non. La suite du petit déjeuner de l'actu ce matin, Jean-Pierre Le Goff est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Philosophe de formation, sociologue pour ce livre, La société malade aux éditions Stock. Oui, vous revenez sur l'ensemble des fractures, les mœurs, l'évolution de notre société à travers donc le prisme du Covid, hein, qui est révélateur, accélérateur, c'est ça, de tous les maux de notre société, Jean-Pierre Le Goff, ou pas? Oui, j'ai pris ça comme le verre grossissant d'un certain nombre de tendances qui existaient avant. C'est-à-dire dans un moment très particulier qui a été le début de la pandémie et le confinement généralisé du pays, on a vu apparaître de façon beaucoup plus nette un certain nombre de fractures qui existaient. Notamment, il y en avait une qui était très délicate, c'est la fracture entre, j'allais dire, gouvernants et gouvernés. Ah oui. Bon. On avait vu notamment à travers les Gilets jaunes. Quoi. Voilà, on l'avait déjà à travers les Gilets jaunes, on avait des conflits sociaux sur les retraites, on a oublié, on avait déjà des petits groupes qui bloquaient les rues, etc., le climat, on avait tout ça déjà qui bouillonnait un peu. Et ça n'a pas complètement disparu. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises sous le boisseau, mais on a vu que ces fractures sont réapparues, y compris dans le confinement. C'est-à-dire que les territoires perdus de la République, ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, c'était pas du tout la même chose d'être confiné dans un certain type de banlieue avec des jeunes qui le soir traînent, etc., ou vous étiez à la campagne. Vous voyez, c'est pas du tout ça. Et les fractures, pour moi, les fractures, elles ne sont pas, je le dis souvent, simplement économiques et sociales. Elles sont aussi culturelles. C'est-à-dire vous n'avez pas le même rapport à la réalité selon votre insertion sociale et l'activité que vous faites. Pour donner un exemple extrême, c'est quand vous êtes, par exemple, dans l'armée, vous êtes gendarme, vous êtes confronté à une certaine forme de réalité humaine qui n'est pas tout à fait la même chose, pour prendre des points extrêmes. Il n'y a pas de jugement de morale, mais enfin... Avec les intermittents du spectacle, par exemple, vous n'êtes pas tout à fait dans le même monde, vous voyez. Et ces fractures-là, elles sont revenues dans le rapport à la maladie, à la mort, puisqu'on ne l'a pas appréhendé de la même façon. C'est ça qui était très étrange dans ce premier moment, parce que on était à la fois dans le réel avec sa part de tragique, et moi je parle en même temps de sentiment d'irréalité. C'est-à-dire d'autres régions vivaient dans un autre univers que celui qu'on voyait à la télévision, et un des grands problèmes, à mon avis, qui a été posé, mais qu'on voyait déjà avant, c'est ce que j'ai appelé cette bulle communicationnelle et langagière, c'est-à-dire que l'événement historique et le tragique vous arrive maintenant, c'est une condition de la postmodernité ou de la modernité, comme on veut, à travers les images et le langage. C'est-à-dire que l'événement est d'emblée inséré dans des images, un langage qui partent très vite dans le monde entier. Et donc, au moment du confinement, vous n'aviez comme rapport extérieur à la réalité que l'écran qui faisait le point commun entre les différents individus. Et c'est là où vous aviez un sentiment, quand vous étiez touché, comme je l'ai été un peu par la maladie, d'une réalité, puisque ça touche directement vos proches. Là, vous voyez le tragique, vous voyez à travers l'écran les reportages qu'on voit encore aujourd'hui, les trains, les avions, etc. Et puis en même temps, vous êtes chez vous. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, on vous incite à faire de multiples activités, du yoga, très bien, la méditation, en passant par le bricolage, le sport, etc. Donc vous êtes dans cette espèce d'ambiguïté où le monde est à la fois tragique et réel, et en même temps un sentiment de décalage, c'est-à-dire il est en même temps virtuel. C'est ça le nouveau phénomène, qui est quasiment un phénomène, je pense, au-delà de la pandémie, qui est un phénomène civilisationnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'événement, l'actualité ne nous parvient qui est amplifié immédiatement. Et la grande difficulté que nous avons dans ces conditions-là, c'est à faire la part des choses entre l'épreuve du réel, qui vient vous frapper, quand même, et en fait, le discours et les images qui recouvrent ça. Je pense que c'est un défi considérable pour la citoyenneté au sens traditionnel du terme. Mais il y a une grande solitude, hein, vous l'avez dit, vous avez été touché par le Covid, vous parlez d'impuissance. C'est-à-dire qu'est-ce que finalement cette impuissance de se sentir seul, parce qu'on est à la maison, mais on est quand même très seul, vous l'avez vraiment vécu, vous? Ah oui, mais n'oublions pas le premier moment, qui était quand même... c'est un virus qui est alors complètement inconnu. On vous donne des conseils qui sont très contradictoires, mais enfin, il y en a un qui est central. Surtout, n'appelez pas le 15 que vraiment en cas d'extrême urgence. C'est-à-dire quand vous êtes vraiment atteint... Mais ça veut dire à quel moment il faut s'auto-juger après. Alors, vous, quand vous avez été touché, frappé, comment vous avez réagi, justement? Moi, j'ai réagi en étant désorienté, mais je continuais à prendre des notes parce que je trouvais que ça... Si vous voulez, on ne savait pas grand-chose, mais
on ne savait rien, mais il fallait qu'on en cause, quoi. Parce que c'était une façon aussi presque de se rassurer, vous voyez. On causait alors qu'on savait rien. Bon, et vous avez, c'est là où je parle de bulles qui gonflent, vous voyez. Mais non, j'ai réagi, je ne pouvais pas me soigner parce que on était totalement impuissants. Enfin, je veux dire, il faut se rappeler, à part le confinement, vous prenez des comprimés, vous appelez le 15. Il y avait d'ailleurs un truc des psychiatres, je ne sais pas si vous avez vu, à l'époque, était assez drôle. Vous pouvez parler à vos plantes d'appartement, n'appelez que si elles vous répondent. Appelez-nous que si elles vous répondent. Parce qu'on était dans une espèce d'enfermement mental, avec une vision extrêmement tragique. Jean-Pierre Le Goff, un an après, les choses n'ont pas beaucoup changé quand même. C'est ça qui est assez stupéfiant, quoi. On en est toujours à se poser la question, est-ce qu'on peut... Donc certes, il y a les vaccins qui arrive, et bon, avec quelle efficacité, on verra. A priori, ça devrait marcher, ça devrait fonctionner, mais quand même. Et puis, la question des traitements qui n'a pas été résolue. Et donc, aux gens qui sont malades, alors on leur donne un petit peu plus aujourd'hui certains cocktails, mais pas beaucoup plus que ce que proposait le professeur Raoult il y a un an, quoi. Je pense qu'il y a une situation qui est instable, évolutive, sur la base d'une méconnaissance. Alors, il faut prendre un certain nombre d'optiques, comme fait le gouvernement aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe, si je me situe du côté du spectateur ou du récepteur des messages divers et contradictoires, c'est que vous n'y comprenez strictement plus rien. Enfin, je veux dire, bon, écoutez, quand même, la semaine dernière, c'est quand même le summum. Entre le vaccin qui est préconisé le dimanche, qui le lendemain dit non, on arrête pendant 3 jours. Et alors, bon, dernière en date, le confinement, qui est un confinement sans en être vraiment, tout en étant un, avec la particularité que c'est au départ un confinement à l'extérieur, et je m'autorise moi-même à sortir. Enfin bon, et là on dit attendez, non, vous n'avez pas compris, on rechange aussitôt. Le problème de fond, tout ça a lieu sur fond d'image. Vous avez, alors ça recommence, les avions, les hélicoptères, les reportages, la même chose, un an après. Donc vous êtes complètement dans une situation du côté je pense, de la société, puisque c'est de ce côté-là que je me situe. Sans vouloir reprocher à tout le monde, il y a qu'à Faucon, c'est pas mon optique. Mais vous êtes perdu. C'est un phénomène de désorientation générale. Et je dirais surtout que dans ces moments un peu tragiques, instables, comme dans d'autres moments historiques, j'allais dire le calme et la sérénité de la parole publique est essentielle comme pôle d'autorité qui d'une certaine façon réconforte, je dis pas qui unifie tout le monde. On dit bon, malgré tout, on peut s'appuyer de là. Là, vous avez des discours totalement contradictoires et qui tournent en boucle. Donc c'est une grande désorientation générale. C'est ça qui m'inquiète le plus, parce que cette grande désorientation générale, vous savez pas ce qui peut arriver dessus. C'est-à-dire on peut la restructurer de différentes manières. Oui. Donc vos appels 0826 300 300 revient dans un instant. Hein. Jean Gabin disait je sais qu'on ne sait jamais. Voilà, comme ça va peut-être en tout cas vous faire réagir. Vous voulez en parler de votre expérience, on vous attend au standard. À tout de suite. Appel 0826 300 300 jusqu'à 10h avec nous Jean-Pierre Le Goff, philosophe et sociologue. La société malade aux éditions Stock. Oui, et avant de prendre vos appels au 0826 300 300, vous êtes nombreux à appeler Jean-Pierre Le Goff. Jean-Pierre Le Goff, vous avez noté, parce que vous êtes un sociologue, donc vous observez la société, l'évolution, vous êtes philosophe, et vous avez noté un tas de choses quand même qui peuvent qui peuvent nous prêter à faire sourire quand même, quoi, dans les recommandations des uns et des autres et des politiques, et chaque jour on invente de nouvelles formules, non ? Oui, écoutez, j'ai regardé le site de la mairie de Paris à propos des arrosoirs et des balayettes sur les tombes. Mais ça va au-delà, vous voyez. C'est en même temps, ça traduit un certain, j'allais dire, état des mœurs. Mais dites à propos des balayettes. Alors, les balayettes, c'est très simple. Les arrosoirs et balayettes ne peuvent plus être mis à disposition. Pensez à en apporter pour l'entretien de votre tombe, à les remporter pour éviter qu'elles ne soient jetées. S'y ajoute d'ailleurs une recommandation qui traduit ce que j'appelle un certain état des mœurs au sens large, à propos des cimetières. Bon, il faut savoir que les cimetières sont grands à Paris, que beaucoup viennent s'y promener, mais ça va au-delà. Il est demandé aux usagers de respecter la quiétude et la propreté des lieux en ne se prêtant à aucune activité de loisir, jeu de ballon, vélo, trottinette, ni pique-nique. Je dirais que ça marque quand même un état, je ne vais pas être pessimiste, un certain état de la civilisation dans le rapport aux défunts, si j'ose dire, vous voyez. C'est quand même ça. Eh bien, vous l'avez tous les jours, ça. Mais simplement, comme on est le nez
dans le guidon, j'allais dire, comme on est toujours... on le voit pas, quoi. Alors, bon... Y compris les injonctions venant des autorités, de nos différents ministres, quoi, Jean-Pierre Le Goff. Alors là, c'est la cacophonie, si vous voulez. Et le problème, pour moi, c'est assez grave. Je veux dire pourquoi ? Parce que quand le pouvoir devient à ce point fort, la société est désorientée et peut arriver tout et n'importe quoi. Ça favorise aussi des discours un peu paranoïaques, ils nous manipulent, etc. Et on a affaire à un pouvoir qui est faible, et qui surfe sur des évolutions problématiques, qui ne sait plus comment faire. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas de pôle de référence en haut, en bas, eh bien, c'est ce que j'appelle une France morcelée, si vous voulez. Mais on peut comprendre qu'il soit un petit peu désorienté aussi, ce pouvoir, parce que c'est un virus, c'est un phénomène nouveau. Non Je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne vais pas lui jeter des pierres, si vous voulez. Mais après, c'est vrai que dans l'attitude, peut-être quand on est au-dessus, politique, on doit avoir une autre attitude. Écoutez, d'où ça vient le fait qu'on ne soit pas capable de comprendre les effets de ce qu'on dit, de la parole, par exemple. Vous voyez, sur le vaccin. Le vaccin, on vous dit allons-y, le lendemain on dit non, et puis j'ai entendu dans le même jour on a arrêté le vaccin, c'est plutôt rassurant. Mais vous dites, mais comment on peut dire des choses comme ça ? Comment ils ne se rendent pas compte de l'effet de leurs paroles dans une situation donnée ? Mais ce qui veut dire qu'ils sont dirigés par les médecins. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la maîtrise de rien, en fait. Non, ça donne un peu cette impression. Oui. Alors, les médecins renforcent la cacophonie, ça tourne en boucle, il y en a un qui n'est pas d'accord. Alors, la science, là-dedans, excusez-moi, le truc scientifique, etc., vous n'y comprenez rien. C'est ça, l'effet. Mais je pense que c'est une grande difficulté du point de vue d'un certain type d'élite, mais encore une fois, il faut voir la situation instable. Moi, je me mets à leur place, c'est pas facile, mais c'est une difficulté des élites à comprendre... j'allais dire, la mentalité commune, le sens commun, et à se mettre à la place de ceux qui les écoutent. Ça, c'est pas possible. Quand vous voyez, par exemple, je crois que c'est le ministre de la Santé qui, dans sa conférence de presse, vous fait un discours quand même assez sinistre en disant, il rappelle les gestes barrières, très bien, nécessaire. Ensuite, si vous appelez le 15, on va vous mettre de l'oxygène. Ensuite, l'intubation, ça se passe comme ça. Puis qui aujourd'hui vous dit, non, mais je suis très positif. On va pouvoir faire la fête, je crois que c'est à la rentrée. Oui. Non, mais écoutez, c'est quoi ? C'est un ministre, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a quand même une parole politique. Alors évidemment, on va vous dire c'est l'ancien monde. Il y a quand même une verticalité, excusez-moi, qui se fait respecter ou pas. Et quand on n'a pas d'élite politique à la hauteur aujourd'hui. C'est pas à la hauteur, c'est que vous sous-entendez, Jean-Pierre Le Goff ? Il y a un problème de fond pour moi, mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est la question du parcours de formation des élites. C'est-à-dire que dans leur parcours de formation, comment ils ont été amenés à rencontrer d'autres catégories sociales qu'eux-mêmes, si vous voulez, que le milieu dont ils sont issus. Deuxièmement, dans leur parcours de vie, comment ils ont rencontré, j'allais dire, l'échec, comment ils ont rencontré le tragique, l'épreuve. Ça, si vous savez en tirer les leçons, c'est des parcours atypiques. Là, on a des parcours, quand ils étaient petits, ils étaient déjà grands, si vous voulez. Vous voyez, c'est tout droit, quoi. Non, on avait... moi, je pose pas le haut et le bas comme ça, vous voyez, parce qu'il y a toujours l'idée, le peuple est vertueux, et en haut, ils sont vraiment, j'allais dire, tous pourris. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on voulait ? C'est pas mon point de vue. Est-ce que c'est pas ce que les citoyens voulaient ? Ils voulaient des gens comme tout le monde. Regardez, un président normal avec François Hollande. Est-ce que c'est pas finalement ce qu'ils voulaient ? Ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, il fallait un petit peu de métier quand même. Je pense qu'il y a une ambivalence dans la demande à l'autorité, si vous voulez, qui existe depuis longtemps et qui rend l'exercice de gouvernement très difficile. C'est-à-dire, on se méfie d'emblée de tout ce qui est au-dessus, vous voyez, parce qu'ils nous manipulent et ce qu'ils font. Alors, il peut y avoir de la propagande, je ne dis pas ça, mais c'est cette vision-là. Et puis, en même temps, c'est la question de ce qu'on a appelé l'État-providence poussé jusqu'au point ultime. Je lui demande tout. Je lui demande une sécurité. Donc je demande une sécurité, quasiment une qualité totale, j'allais dire, vous voyez, dans nombreux domaines, y compris dans la santé. Donc à la limite, ça aussi, il y a une nouvelle demande sociale problématique du point de vue de la société, qui est une évolution historique. Je ne vais pas prendre la définition de l'OMS, mais c'est un bien-être physique, mental, ce qui est proprement impossible à atteindre. Et alors, la demande de l'État, vis-à-vis de l'État, il peut dire, mais si tu ne me le donnes pas, ça ne va pas, j'ai droit à... Vous voyez, par exemple, je voyais même des manifestations qui n'ont rien à voir avec des jeunes, droit à l'avenir, à la garantie de l'avenir, droit à l'avenir. Ça veut dire quoi ? On peut tout garantir. Et le problème de fond, au point de vue, j'allais dire, civilisationnel, c'est la part
le rapport à la vie dans la dimension du risque. Alors attention, je pense que l'État a une fonction de sécurité, de rassurer, c'est sa fonction centrale, et d'autorité, au sens où on se réfère à ça pour se penser comme un peu un pays, il y a une dimension de patriotisme, si vous voulez, qui existe. Hein. Mais l'État ne peut pas tout non plus, c'est-à-dire qu'il y a aussi une dimension de responsabilité. Et il est très embêté aujourd'hui, il ne sait plus comment faire, il appelle à la responsabilité. Soyez responsable, attendez, hein, c'est un peu paradoxal. Et il y a des sanctions si vous ne l'êtes pas. Soyez autonome, mais attendez, hein, on est là. Donc comment voulez-vous vous y retrouver? La cacophonie autour de l'attestation ce week-end en est la meilleure illustration, sans doute, non? C'est comme si on voulait rendre les gens fous, si vous voulez. C'est les injonctions paradoxales. Vous voyez, c'est par exemple le confinement, aller à l'extérieur. Alors, nouveau confinement, mais aller dehors. Vous voyez, tout est un peu Après, comme il y a un ça. problème d'éléments de langage. 0826 300 300. Julien qui est avec nous, qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une question à poser à votre invité. Jean-Pierre Le Goff, de la Société Malade. Jean-Pierre Le Goff, qui est sociologue. Moi, j'adore la sociologie. Je m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup suivi Monique Pinson-Charlot dans ses travaux. Et moi, je me demande aujourd'hui si... en fait, moi, je suis soignant et je constate que tout ce qui est mis en place par le gouvernement ne fait que prolonger, finalement, et ne fait que durer dans le temps la problématique. C'est-à-dire que concentrer les gens dans le métro, concentrer les gens dans les supermarchés à 18h, et en même temps interdire les stations de ski où on est à 5 mètres les uns des autres à cause des skis, des remontées mécaniques, enfin, tout est fait vraiment pour que ça dure le plus longtemps dans le temps. Et je me demande, moi, s'il n'y a pas la volonté finalement de faire en sorte de nous habituer à avoir perdu ces repères et ces habitudes de vie, de confort de vie qu'on avait, pour rentrer vraiment dans l'habitude du métro boulot dodo. Et je me demande si c'est pas vraiment finalement calculé et volontaire d'un point de A à Z, en fait, au final, cette stratégie chaotique, en fait. Ouais. Ah, vous allez loin, vous, Julien. Reste avec nous, Julien. Ça me paraît évident, c'est ça le problème. La problématique est là, c'est que ça me paraît évident, ce problème-là, aujourd'hui. Ouais. Alors, Jean-Pierre Le Goff va vous répondre, mais restez avec nous, Julien. Non, moi, je ne partage pas tout à fait votre point de vue. Non pas qu'il y ait des incohérences, comme vous le dites, tout à fait justement. Simplement, je pense que le pouvoir ne maîtrise pas la situation. Donc, il n'y a pas forcément un projet conscient de manipulation. Le pouvoir est faible. Et c'est quand il est faible qu'il peut avoir tendance à être autoritaire et autoritariste. Pas de stratégie, c'est ça que vous voulez dire. Il n'y a aucune vision. C'est le nez dans le guidon, c'est la réactivité. Et encore une fois, je pense que la question qui est difficile, c'est l'aléa dans l'histoire. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et donc on fait face. Et il y a des politiques ou des élites qui font plus ou moins face. Je ne vais pas parler de juin 1940 quand même, mais ça fait face ou ça fait pas face, et ça rassure ou ça rassure pas, ça trace des orientations au-delà du moment présent, vous voyez, c'est plutôt comme ça. Donc je pense que moi je suis pas pour les analyses, enfin je pense que ces analyses en termes, j'allais dire, de totalitarisme qu'on entend un peu souvent, vous voyez, je pense que c'est plutôt un affaiblissement interne de l'autorité politique et des mécanismes démocratiques, beaucoup plus qu'une volonté totalitaire par en haut de domination sur les individus. C'est du moins mon interprétation. J'entends celle de mes collègues. Julien, est-ce que vous êtes convaincu par ce que dit Jean-Pierre Le Goff, quoi? C'est-à-dire qu'il dit il n'y a pas une... c'est pas délibéré. Quand même, pour être honnête, hein. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord sur le fait que le pouvoir est faible. C'est qu'en fait, on a affaire à des amateurs qui n'ont jamais été élus auparavant et qui n'ont aucune connaissance de la société civile, la vraie société civile. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même une volonté de rentabiliser, puisqu'il ne faut pas oublier que quand même Macron ça c'est autre chose de la banque. Et le métro boulot dodo, pour lui, c'est le meilleur moyen de rendre la France productive. La Startup Nation, c'est ça, c'est qu'il voulait faire de la France une entreprise. Et une entreprise, elle n'a pas le temps des loisirs, elle n'est pas là pour ça, elle est là pour faire de la productivité. Et je pense que la vision de Macron, c'est clairement de nous rendre ultra productifs à la chinoise, quoi, presque. Bon, mais en même temps, Julien, vous en conviendrez, ce n'est pas que la France, hein, puisque mais il y a 10 ans, quand j'entendais les mecs parler de gouvernance mondiale, d'Atali, etc., moi je dis, oh là là, mais ils sont cons, qu'est-ce qu'ils ont à paniquer comme ça, ils sont complètement exubérants. Aujourd'hui, je me rends compte que tous les gouvernants des sociétés démocratiques dites occidentales sont toutes accointés avec des réseaux financiers bancaires derrière. Enfin, il n'y a pas de secret. Enfin, aujourd'hui, ceux qu'on traitait de complotistes aujourd'hui, moi aujourd'hui, je dis, c'est les mecs qui ont senti le vent arriver, quoi. Oui. Bon, alors, Jean-Pierre Le Goff. Je vois tout à fait. Le complotisme fait son miel un peu dans la situation que l'on vit, quoi. Il faut peut-être pas aller jusque-là, même si
si mais je pense que dans des situations d'incertitude et d'aléa, c'est-à-dire où l'histoire est quand même très ouverte sur beaucoup de possibles, si vous voulez. Et tous vos repères anciens de certitude tombent. Enfin, moi, je me rappelle quand ça nous tombait sur la figure, on a découvert l'état du système de santé. C'était pas simplement le virus et le danger de la mort qui rôdait, de la maladie. Il y avait tout en même temps. Dans ces moments-là, qui sont un peu d'incertitude, d'aléa, de tragique, vous avez tendance, c'est normal, à ramener un certain type de schéma. Alors je dis pas qu'elles expliquent pas un certain nombre de conditions, hein. Notamment, bon, moi je parle beaucoup de l'hôpital, le modèle de l'hôpital entreprise, et notamment la tarification par l'activité dans une logique de rentabilité. Ça c'est évident, mais ça ne suffit pas pour expliquer ce qui nous arrive, si vous voulez. Vous voyez, c'est un peu comme on met aussi beaucoup en avant le climat, on met aussi beaucoup en avant le néolibéralisme. La question du climat ou de l'écologie, il y a un point qui est certain, par exemple, si je ne prends ça, c'est les rencontres qui sont beaucoup plus possibles et nombreuses aujourd'hui entre l'homme et l'animal, du fait de la déforestation. Ça, c'est un point. C'est des conditions qui rendent possible la chose. Vous prenez le néolibéralisme, parce que derrière, il y a quand même ça. Eh bien, avec la mondialisation, c'est vrai que la transmission est beaucoup plus rapide. Mais moi, je parlerais de conditions nouvelles de transmission du virus. Mais le virus, il dépend pas... il existait bien avant, si vous voulez. Il existe, il est lié à la vie. Et donc, il y a une part d'aléa, et j'allais dire de tragique, et la tendance naturelle, c'est de dire non, il faut, et c'est normal, il faut donner des explications, il faut les chercher, mais il faut être assez précis dans les causes. Vous voyez, pour moi, le climat, c'est pas la cause, le néolibéralisme, c'est pas la cause de la pandémie. Par contre, il a favorisé sa diffusion, ça c'est certain. Donc il y a bien un lien, mais le lien n'est pas le lien causal. Est-ce que le repli communautaire, par exemple, le fait d'être en confinement, d'être tourné plus vers la religion, est-ce que ça a accéléré ça aussi ? Ça existait avant, et ça l'a accéléré par le fait qu'on était complètement replié, et c'est le rapport aux autres et au monde extérieur. Le rapport au monde extérieur se passe par l'écran, c'est-à-dire que il y a une dimension de réel et d'irréalité, ce que j'ai appelé une impression d'irréalité, c'est-à-dire une plus grande proximité émotionnelle avec l'événement qui se paie d'une déréalisation. C'est la situation dans laquelle on est quand vous êtes récepteur de tous les messages, parce qu'en plus il y a le zapping. Donc vous recevez une masse d'informations qui est plus ou moins trié on parlait des médecins qui tournaient en boucle, etc. Donc il y a un moment, ça donne le tournis, vous êtes perdu. C'est-à-dire que ce que j'appelle la façon dont fonctionne un certain nombre de démocraties modernes à travers les réseaux sociaux, les médias, ce n'est pas une critique des journalistes, ce n'est pas une critique des marchés qui tireraient les ficelles. Je pense que quand on regarde la mécanique d'ensemble, elle est, je ne vais pas dire plus subtile, mais ça agit non pas par effet d'adhésion, de propagande, de manipulation, parce qu'après tout, vous voyez bien vos auditeurs, on prend une distance, on dit c'est pas possible. Moi je reçois des tas de coups de fil de copains, ils me disent écoute, c'est pas possible la télé, c'est tout juste si on ne voit pas leurs chaussures sur la télévision. Puis en même temps, ils peuvent rien. Bon, et en même temps, ils sont accros. Voilà le problème. Donc, si vous voulez, les effets de tout ça, c'est pas des effets d'adhésion forte. Parce que comment voulez-vous adhérer à un discours aussi incohérent? C'est des effets de désorientation généralisée, avec le zapping en plus. Alors le problème de ce que j'appelle la servitude volontaire postmoderne, c'est qu'à la fois on est très critique, mais on est dedans. On est dedans et on est accro. C'est-à-dire les mêmes qui disent c'est pas possible, etc. Ils n'arrêtent pas. Et d'ailleurs, ils peuvent dénoncer les polémiques en boucle, mais ils tweetent en même temps en espérant en être. C'est ça le paradoxe, vous voyez. Et je pense qu'il faut affronter ce paradoxe. Je dirais ne pas trop se raconter d'histoire aussi. Bon, moi, j'ai pas de leçon à donner. Oui, bon, en tout cas, la société est malade. C'est le titre de votre livre. Vous restez avec nous, Jean-Pierre Le Goff, encore quelques minutes et vos appels au 0826 300 300 dans un instant. 9h47, à tout de suite. Il est 9h51, vos appels 0826 300 300 pour échanger avec Jean-Pierre Le Goff, philosophe, sociologue, La Société malade aux éditions Stock, avec Eric qui nous appelle de Tours. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Oui. Eric était là en ligne et il est parti pendant la petite pause. Bon, écoutez, on le retrouvera. Vous pouvez continuer de nous appeler 0826 300 300. Est-ce qu'on est à la croisée des chemins ? Est-ce que là, il va se passer quelque chose en France, en Europe, dans le monde ? Est-ce qu'il va y avoir un changement radical ? C'est ce qu'on a dit, il y aura l'avant et l'après.
Moi, je suis assez sceptique sur l'idée de rupture radicale, parce qu'on le fait à chaque fois. C'est-à-dire, on est à chaque fois un tournant. Entre l'avant et l'après, c'est toujours un tournant, si j'ose dire. Et il y a eu beaucoup de rhétorique, dès le début du confinement, en disant « plus rien ne sera jamais comme avant ». Là, je serais plus prudent. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui vont exister. Le télétravail, par exemple. Mais ce n'est pas non plus la révolution, puisqu'il y a des gens qui peuvent l'être et d'autres qui ne le veulent pas. Et les entreprises, il y a du collectif, il faut discuter directement... en face à face, si vous voulez. Donc il y a ça, il y a aussi la fin un peu, l'aspiration à vivre dans les villes moyennes, par exemple, ou dans les grandes villes, les circuits courts. Tout ça, il y a des évolutions qui... Mais est-ce qu'on va avoir la rupture radicale? C'est-à-dire la rupture radicale avec quoi, d'ailleurs? Avec même le tourisme. Je pense qu'il y a l'exigence d'un tourisme qui doit être rééquilibré. Il y a des questions de rééquilibrage. Mais parler de rééquilibrage est très différent de parler de rupture radicale et de changement radical du monde. Or, dans ce moment très particulier dans lequel on vit, vous avez, dans ces moments-là où tout semble un peu arrêté, étrange, vous avez, s'engouffrent beaucoup d'utopies qui peuvent apparaître généreuses, vous voyez, mais aussi beaucoup, il n'y a qu'à faucon. Il y a quand même de la radicalité dans plein de sujets. Vous parliez de l'écologie, c'est extrêmement radical aujourd'hui. Eh bien, l'écologie, si vous voulez, c'est très étrange. Il faudrait se poser la question... Pourquoi l'écologie sort, j'allais dire vainqueur, c'est pas le terme, mais pourquoi le thème écologique, à la sortie, on n'est pas sorti, est un thème dominant. Bien sûr, pourquoi? Alors que le lien, je l'ai dit tout à l'heure, avec le virus et la pandémie n'est pas direct. Je dis bien qu'il y en a un. Pourquoi, par exemple, bon, alors je sais pas, à la fin de la première sortie du confinement, il y avait des trottinettes et puis il y avait les pistes cyclables partout. Moi, par exemple, dans la mairie, j'ai pas compris, ils ont mis une piste cyclable, ce qui a fait un embouteillage monde qui a été retiré au bout de 3 jours. Mais il fallait mettre des pistes cyclables. Bon, il y a des choses qui paraissent assez irrationnelles. Moi, l'hypothèse que je fais du lien avec ce qui se passe aujourd'hui à l'écologie, c'est que d'une certaine façon, on a été préparé, enfin, on a eu beaucoup d'images de catastrophes, on l'oublie, de discours depuis à peu près 20, et quand je dis 20, c'est plus, où la vision d'un monde qui s'effondrait. Vous voyez, je ne parle pas des défis réels, parce que la biodiversité et le climat, ce sont des défis tout à fait réels. Je parle d'un imaginaire qui s'est greffé dessus, par des images, des discours, des injonctions. Les collapsologues et ceux choses comme ça, qui prônent l'effondrement. Les prophètes du malheur, ça va arriver. Arrive cette chose-là. On dit, mais c'est pas rationnel. Je vous l'avais bien dit, quoi. Vous l'avez bien dit, et puis malgré tout, tiens, ils nous ont dit quelque chose. Et là, à ce moment-là, l'écologie peut, je dis peut, parce que c'est pas évident non plus, peut être enfin, non pas l'explication trouvée, mais on remet quelque chose qui est totalement inconnu dans quelque chose dont on a déjà entendu parler et qui annonce la catastrophe. En sachant que la catastrophe qui va nous arriver est bien pire que celle que nous vivons. Oui, alors, il y a le virus, Jean-Pierre Le Goff, et évidemment, toutes ses conséquences, et on espère en sortir, mais il y a aussi dans la société française, notamment, toutes les fractures aujourd'hui qui la divisent et qui la fragmentent. Et là, vous sonnez un petit peu l'alerte, quoi. Vous, en tant que philosophe et sociologue, quoi. Alors, il y a les fractures économiques et sociales, avec un phénomène qui s'appelle le chômage de masse, qui est à la fois un phénomène économique, mais en même temps anthropologique. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes au chômage de masse, c'est le rapport au réel qui s'en va. Vous pouvez être le chômage de longue durée, c'est un problème d'errance quasiment, qui est assez déstructurant, ça, on l'a vu. Donc c'est un premier problème central, et moi ce qui m'angoisse, parce que l'État paye et donne des chèques, mais enfin, à la sortie, notamment les petits commerces et des choses comme ça, mais c'est quand même assez inquiétant. Cela étant dit, on ne peut pas non plus exclure qu'à la sortie, il y ait une espèce de bouffée de consommation, de relance, etc. Donc, qui est paradoxal avec ce qu'on disait juste avant. Oui, mais parce que les gens vont, quand on va sortir, si vous voulez, il faut quand même un peu même la consommation, vous voyez, on a remis beaucoup en cause le modèle de consommation en disant c'est le moment de réfléchir. Certes, mais on a vu aussi les limites. De même que dans le confinement, on pouvait se réaliser chez soi. Prenez par exemple la question du téléenseignement. Avant la pandémie, c'était formidable. Bon, bah oui, mais enfin, on voit que ça marche pas. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'épreuve de la réalité qui, à mon avis, se fait malgré les grands discours ou les utopies qui peuvent exister. Donc je suis prudent, encore une fois, sur plus rien ne sera jamais comme avant. Je crains que... Bon, il y a des choses qui évoluent, mais globalement, même le tourisme, si vous voulez, parce que les gens vont avoir envie de voyager, et après tout, c'est pas alors comment on voyage, c'est une autre affaire. Mais après tout, c'est légitime, je veux dire. Et la critique de la modernité, vous voyez, cette critique de la modernité, de cette société de consommation, de loisirs, c'est pas possible, etc. Mais enfin, on voit qu'elle nous manque d'une certaine
certaine façon, vous voyez. Donc c'est toujours pareil, on est toujours dans un rapport ambivalent à la démocratie. On demande tellement de choses à la démocratie, on demande tellement de choses à l'État, que s'il ne nous donne pas le bonheur qu'on attend, et là je cite Tocqueville qui est un peu dur sur la question, mais en fait à propos de ce qu'il appelle le despotisme doux des démocraties, il dit mais après tout cet État qui va s'ingérer de plus en plus dans la société, dans nos vies, si à la limite s'il pouvait nous faire oublier la peine de vivre et l'effort de penser par nous-mêmes. Vous voyez, l'effort de penser par nous-mêmes. Et ça, je pense qu'on n'est pas loin de cette situation, mais c'est notre condition, j'allais dire. Vous voyez, c'est ça qui est difficile peut-être à affronter. À affronter, et puis d'avoir des perspectives derrière, quoi. Merci Jean-Pierre Le Goff, La Société est malade, aux éditions Stock.